Attends, c'est à toi, mec. Les mignons arrivent. Il y a Bob, Stuart et Kevin. Retrouvez les mignons en DVD, Blu-ray et coffret. Et à l'achat et en location en vidéo à la demande sur la TV d'Orange. Chez Subway, on dit A comme appétissant, B comme bon, C comme choix et D comme découvrez l'Italian Connection avec l'italien BMT, le meatball marinara et le spicy italien. Nos 3 savoureuses recettes aux couleurs de Little Italy. La première sensation, c'est-à-dire qu'on est au sol. Le premier vol, c'est ça en fait. On est au sol, on décolle, mais on vole réellement. Donc on vient très très vite addict. Premier vol en immersion dans mon village à Argonay. J'ai volé au-dessus de la ferme où j'ai grandi. Je l'ai vu d'en haut pour la première fois. J'avais 42 piges, je n'avais jamais vu du ciel et j'ai failli pleurer. On était dans le champ derrière, on a fait un premier vol, on volait au-dessus des betteraves, on était comme des fous. Parce qu'on se disait, mais c'est formidable de filmer des betteraves comme ça. Vous avez les sensations d'un avion de chasse qui se balade au ras du sol. Ben voilà, quand vous avez goûté à ça. L'un des premiers vols que j'ai fait, il y a un pigeon qui s'est approché de moi et qui a tourné autour. Donc j'ai essayé tant bien que mal de tourner autour de lui. On s'est cherché pendant, ça a duré 3 secondes. Mais je me suis senti un oiseau à ce moment-là, moi aussi. Tu vois le nuage, tu poses ta chaise sur le nuage, tu t'assois et tu regardes comme ça en bas. Voilà, le temps s'arrête. Longtemps réservés à des fins militaires, les drones ont également su séduire le monde civil par leurs nombreuses applications. Inspection d'ouvrages, surveillance, relevé topographique et bien évidemment la photographie et la vidéo aérienne qui ont rendu populaire ce drôle d'oiseau. Mais nous allons découvrir dans ce film une nouvelle pratique et des drones qui sortent de l'ordinaire. À la frontière entre l'aéromodélisme et le jeu vidéo, le FPV Racing, FPV pour First Person View ou bien encore pilotage en immersion, a vu le jour en 2014 et se développe à grande vitesse aux 4 coins du monde. Grâce à une caméra fixée sur l'appareil et raccordée à des lunettes spéciales, les utilisateurs pilotent comme s'ils étaient à bord. Les 6 et 7 juin 2015, une centaine de pilotes se retrouvent près de Chartres pour participer à la FPV Race 28, la plus grande compétition de ce type jamais organisée au monde. On va essayer de faire voler ces petits machins dans le parcours qu'il y a juste derrière. Et le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible, sans se cracher surtout, et de faire fonctionner la machine. Un des organisateurs ce matin disait que c'était une première en France de cette taille, première en France, première au monde. Voilà, on est les premiers. L'expérience inédite permet entre autres de poser les fondations d'un sport mécanique du futur. Pas question ici d'utiliser des drones prêts à voler vendus dans le commerce, trop lourds pour la course. La plupart des pilotes construisent eux-mêmes leurs drones. Ils sont spécialement conçus pour la compétition et n'ont plus grand-chose à voir avec ceux que l'on trouve dans le commerce. Ici, certaines machines dépassent les 100 km/h. Ça va le faire. Lunettes immersives ou écran pour tout le monde, un bruit de moteur et des LED qui rappellent les courses de pod racer de Star Wars et des sensations garanties pour les compétiteurs. Voici les ingrédients. C'est une bande de copains de Haute-Savoie qui, grâce à quelques vidéos YouTube et des millions de vues, ont offert une visibilité mondiale à cette jeune pratique et contaminé tout un tas de nouveaux venus. Cette activité, qui jusqu'alors ne réunissait que quelques groupes de copains, isolés un peu partout sur la planète, prend alors une autre dimension. Il y a une vidéo qui a fait le buzz sur Internet. C'était un vol dans les bois, un peu à la séquence de Star Wars.
avec des LED à l'arrière qui faisaient une impression de tuyère. Cette vidéo, c'est les gens de Ergonnet, une association qui se trouve en Haute-Savoie, dans la ville d'Argonnet. Le jeu de mots est sympa. Et le but, c'était de se tirer la bourre dans des bois. Et ça donnait envie à la planète entière, finalement, un an après, de s'y mettre. L'initiation pour Barry, ouais. Partons à la rencontre des membres de cette association pour qu'ils nous racontent leur histoire et nous fassent découvrir cette nouvelle discipline qu'est le FPV Racing. Chartres, c'était la première très très grande course organisée en France, même mondialement. Hein. Jamais aucune course n'a été faite avec. Là, il y avait 108 pilotes. Ça n'a jamais été. C'est une première mondiale. Hein. Là, on parle bien d'un truc première mondiale. Hein. Et en fait, nous, de par nos vidéos, on était quand même très connus, attendus à Chartres. Donc, il fallait qu'on y aille absolument. Là, on est au NCS. NCS, c'est une forêt sur la commune d'Argonnet. C'est une forêt qui nous a été prêtée par la commune, par arrêté municipal, donc on a le droit de voler. Voilà, c'est notre endroit entre midi et 2 pour s'amuser. 2, 1... Avec mes amis d'Ergonnet, on a une habitude de se retrouver entre midi et 2 pour beaucoup à la pause déjeuner. On s'amusait à enchaîner des tours autour des arbres. Voilà, c'était simplement des potes qui s'amusent ensemble. Naturellement, on en est venu à faire la course entre nous, quoi. Forcément, dès qu'on se retrouvait à 2 ou 3 à peu près avec le même niveau, on a fini par définir un tracé et à tourner le plus vite possible dessus. Alors nous, on est des modélistes et qui avons découvert l'intérêt de pouvoir suivre nos machines de l'intérieur. Ah non, nous, on n'est pas là pour ni espionner, ni survoler des trucs de... Non, non, nous, on est dans nos petits bois, à fond de blingue, on vole tranquille. Ah, tout d'un coup, il y en a un qui nous double, eh ben, on va accélérer, on va le repasser devant, et puis on va plus vite, et puis on va plus vite. Bon, ça se finit toujours, bien souvent très mal, enfin mal, c'est la fin de l'histoire, hein, contre un arbre, le pauvre, mais c'est ça, le principe, c'est vraiment de l'amusement pur et dur. Oh là là, ça brouille, ça brouille. Je vois rien du tout. Hein. Et c'est là que m'est venue l'idée de monter un projet en tripartite avec l'ONF, la mairie d'Argonnet et puis l'association Ergonnet. Le projet était un peu culotté à l'époque puisque c'était de prendre en gestion un morceau de forêt et d'accepter que pendant telle heure, ce morceau de forêt n'était plus un morceau de forêt mais était une piste de course de drone. Il y a eu quelques vidéos, effectivement, et là, ça a été repris par plein de sites, ça a pris une ampleur énorme, et voilà, on en est venu à ces fameuses vidéos, les 2 qui ont fait le buzz, là, une sur la première course à Argonnet, et une deuxième sur les courses avec les LED, alors ça a été repris par tous les fans de jeux vidéo, tous les fans de Star Wars, etc. quoi. Première mondiale en ce week-end de septembre, et c'est à Argonnet, au-dessus d'Annecy, que cela se passait. Les membres de l'association Ergonnet organisaient le test en espace privatisé d'une course de FPV Racing. Pour l'occasion, c'est une toute nouvelle pratique que nous vous présentons ici avec le FPV Racing. Quand on la voit, c'est la scène de pod racing dans Star Wars. Et je pense qu'on est dans des générations, donc les nôtres qui avons connu les premières trilogies Star Wars, et puis maintenant les nouvelles générations qui ont connu la deuxième trilogie Star Wars. C'est vraiment cette image-là. Le pod racing dans Star Wars, c'est ça quoi. Sauf que là, on est acteur, on n'est pas spectateur. Les LED, qu'est-ce que ça a attiré? Ça a attiré les geeks, énormément de geeks en termes de vision. Ça a attiré les gamers parce qu'on était en forêt et on se tape dessus et on repart. Donc ça rappelle vraiment les jeux vidéo. Résultat des courses, 2 vidéos, Crash Session et puis celle de la course semi-officielle qu'on a fait au niveau du club, ont eu des millions de vues. Un gros phénomène s'est déclenché et le FPV Racing était né, mais simplement par un concours de circonstances parce que les images attiraient les geeks, les gamers et puis les pilotes de FPV. On a vraiment été
témoin de l'explosion qui s'est passée autour de cette vidéo. Et maintenant, tu vas sur Internet, le terme FPV Racing n'existe pas avant octobre 2014. Terminé. On est tombé là-dedans comme on se casse la gueule d'une chaise. Vraiment. Tout simplement. Personne l'a vu venir. C'est ce truc-là, c'est arrivé dans les courses de drone. La vidéo, ça vient d'un village de 2000 habitants au fin fond de la Yacht. C'est vraiment le truc qui est tombé comme on se casse la gueule d'une chaise. Le noyau dur d'Ergonet, il y a tout plein de profils qui sont différents, tous intéressants à prendre à part. Il y a les spécialistes techno, il y a les spécialistes pilotes, il y a les spécialistes du montage, machin, il y a les spécialistes de la com aussi. Donc c'est marrant, on retrouve tout plein de profils. Et voilà, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice et ça fait que l'ensemble est plutôt cool, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a marché autant. En France, dès qu'on dit drone, il y a une telle connotation armée, guerre, espionnage, c'est un peu anti-américain. C'est le drone, on pense que c'est américain. Donc il y a une telle déferlante de mauvaises images sur le drone, le mot drone, ce qui fait que nous on se dit il faudrait qu'on se détache de ça. Il faut qu'on parle de multirotor, parce que voilà, le drone effectivement c'est militaire, mais ça, je pense que ce mal est quand même vraiment français, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot drone, c'est un mot qui est rentré dans les usages, c'est un mot qui est mal employé dans la majeure partie du temps. J'ai même pas l'étymologie même du mot drone, hein. Mais certains disent que pour utiliser le mot drone, il faut que ça soit un vol autonome sans action humaine. Nous, sans intervention humaine, durée de vie 5 secondes. Le problème, c'est que ça a commencé par des mauvaises informations. Tout a été rassemblé, ça c'est un drone. Pas du tout, ça c'est pas un drone. Un drone, ça peut être des drones militaires, ce sont des appareils qui n'ont pas de pilote. Donc on a tout mis dans la même famille. À mes yeux, tout ce qu'on utilise là, c'est ce qu'on appelle des multicoptères. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs hélices, qu'il y en ait 4 ou 6. On va appeler ça des quadricoptères ou des hexacoptères, tricoptères s'il y en a 3. Drone, pour moi, ça va plutôt définir un objet qui est là pour surveiller les gens, tirer des informations ou les tuer. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, on est là pour s'amuser. Donc on est à l'opposé, on va dire, sur l'échelle du spectre sémantique entre drone et course de FPV. On est à l'autre bout. Mais il est tellement utilisé ce mot-là que les gens, si on a des multicoptères, ils vous regardent comme une poule qui a trouvé un couteau. Si on dit un drone, bah là, ils comprennent. Détachons-nous quelques minutes du FPV Racing pour revenir en compagnie de Frédéric Botton sur l'évolution des appareils de loisirs grand public ces dernières années. L'un des premiers, c'était le Ladybird de Walkera. Une petite révolution qui permet à un grand nombre de pilotes de se lancer dans le pilotage de multirotor. Il était suivi par le X4 de Upsan. Alors on pourrait se dire, c'est le même, c'est quasiment le même, mais là l'électronique est quand même un cran au-dessus et il est d'une maniabilité extraordinaire. Le X4 a démocratisé le monde du multirotor dans le grand public. Les DJI, c'est un constructeur chinois qui a sorti une machine qui est vraiment différente des autres. C'est un peu l'iPhone du drone. Pourquoi? Parce qu'il est joli. Il a un look blanc que n'avaient pas les anciennes machines, qui avaient plutôt un look un peu militaire, hein. C'était noir avec des tubulures. Et ça a changé vraiment la perception des appareils. Il y a eu un grand changement, c'est le fait que l'électronique à bord soit vraiment poussée. Je pense que c'est la téléphonie mobile qui a le plus aidé à ce que l'électronique à bord soit vraiment performante. Donc on a des appareils qui deviennent des concentrés de technologie. Je ne vais pas dire qu'ils volent tout seuls, mais presque. C'est cette petite caméra qui a démocratisé. Alors celle-là où les GoPro, quand l'appareil est en vol, la nacelle se débrouille pour que la caméra soit toujours orientée dans le même sens. On a l'impression que c'est une Steadicam, c'est-à-dire que l'image est parfaite, elle ne bouge pas, même s'il y a du vent, même si le pilote est un peu sauvage, ça fait toujours une belle image. Et il faut reconnaître que les fantômes, ça a été quand même la révélation pour le grand public parce que ils ont rendu le truc. Leur gros avantage, c'est d'avoir rendu le truc accessible à tout le monde. C'est du plug and play, c'est très facile à piloter, c'est bourré d'assistance. C'est beaucoup plus facile d'accès pour quelqu'un qui ne connaît pas que des drones de course ou même les anciens qu'il y avait. Ça, c'est le dernier né de chez Parrot, le constructeur français. Son avantage, il y en a plusieurs en fait. Il est ultra stabilisé. Il se pilote, si on veut, avec un smartphone ou une tablette et pas une radiocommande. Il a, et c'est là son vrai point fort, il a une caméra à l'avant qui stabilise aussi l'image. Mais
Il n'y a pas de nacelle stabilisée. Là, l'image est stabilisée de manière numérique. C'est une solution uniquement logicielle et je pense que ça représente l'avenir de la vidéo en l'air. Les drones civils ont énormément apporté au tournage d'émissions télévisées. Le Tour de France, par exemple, a de très belles images qui n'étaient pas possibles à réaliser en hélicoptère parce que l'hélicoptère n'a pas le droit de descendre en dessous de 150 mètres. Voilà, le drone est entre, on va dire, 50 et 150 mètres. Ça donne de nouvelles perspectives, de nouvelles images. Vraiment chouette. La vraie révolution dans le domaine du drone reste la prise de vue aérienne. C'est grâce à l'image que cette machine a acquis ses lettres de noblesse. Qu'il s'agisse du Tour de France ou de FPV Racing, le lien reste toujours la vidéo. Partons à la rencontre de Michael, celui justement qui réalise ces fabuleuses images du Tour de France, pour qu'il nous livre son point de vue sur l'évolution de sa pratique. Nous, on a commencé il y a bientôt 5 ans maintenant, en fait. Et en fait, on a vu donc arriver cette machine qui, pour nous, était une vraie révolution en termes d'image. Et donc, c'était vraiment intéressant parce qu'elle nous permettait, en fait, le drone nous permettait d'avoir ce qu'on ne pouvait pas avoir entre une grue et un hélicoptère. Donc, on s'est intéressé très vite, en fait, à cet outil de prise de vue. Endeavour speed already 300 miles per hour. Altitude 1 mile. Landing gear down and locked. Main gear touchdown. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir amener une autre dimension en fait à l'image et pouvoir amener nos caméras là où elles ne peuvent pas aller habituellement. Et donc c'est ça le vrai défi pour nous de drone. Et on est encore dans cette ère-là aujourd'hui, dans cette ère où on peut encore inventer de l'image. Et ça c'est quelque chose pour tout cinéaste qui est vraiment superbe. On était dans le champ en arrière, on a fait un premier vol, on volait au-dessus des betteraves, on était comme des fous. Parce qu'on se disait, mais c'est formidable de filmer des betteraves comme ça. Donc c'était génial. Mais encore une fois, là, on s'imaginait absolument pas le potentiel et le chemin qui s'ouvrait à nous. Ne serait-ce que de filmer des pauvres betteraves dans un champ, les gens étaient émerveillés comme des gamins de 12 ans. Et après, on s'est imaginé tout ce qu'on pouvait faire derrière. Après, c'était que des rêves de gosses. C'est-à-dire que nous dire qu'on allait faire voler un drone en Antarctique, pour nous, c'était inimaginable. Ça ouvre la robotique aux gamins, ça c'est sûr, et on pense que c'est effectivement un métier du futur. Dans l'audiovisuel ou dans d'autres applications, en tout cas le pilotage de drone, c'est quelque chose où beaucoup d'adolescents s'intéressent. Pour mon anniversaire, j'ai commandé des pièces de drone, et donc du coup j'ai voulu concevoir mon châssis. Et du coup, bah voilà, c'est devenu ça. Et ça vole? Oui, ça vole, mais il y a encore quelques réglages à faire. Mais le pilotage, on débute, quoi. On débute, ouais, c'est ça. Donc on ne sait pas encore très bien piloter. Je pense que le drone, c'est une grande famille où chacun l'utilise comme il a envie. Nous, c'est dans l'audiovisuel. Après, il y a des FC Racers et c'est formidable. Nous, moi, je rêve de pouvoir faire des courses de drone avec des pros du racer. Et nous, on est très contents et très fiers d'en faire partie. Nous allons voir maintenant en quoi consiste le FPV. Cette discipline de l'aéromodélisme radiocommandé récente est née au début des années 2000 pour devenir populaire en 2014. Mon premier vol en immersion dans mon village à Argonay. J'ai volé au-dessus de la ferme où j'ai grandi. Je l'ai vu d'en haut pour la première fois. J'avais 42 piges, je n'avais jamais vu du ciel et j'ai failli pleurer.
J'arrivais pas à respirer. C'était trop d'émotions. Et pourtant, bon, je peux être quelqu'un de sensible, mais quand même, quoi. C'était... Waouh, en fait, c'était une sorte de renaissance. J'étais quelque chose d'autre qui vivait en haut et qui contemplait d'en haut tout ce qui était tout aussi beau en bas. Et j'avais jamais pris ça dans la face. Hervé, en fait, un jour, il m'a contacté en me disant « Tiens, il faut que je te fasse voir un truc, je suis sûr que tu vas aimer, mais à 100%. » Il m'a fait voir donc le premier vol SPV avec les lunettes et tout, le petit émetteur vidéo, et on se promène en 3 dimensions en avion. FPV, ça veut dire First Person View, c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Hein. L'idée c'est vu à la première personne. Pourquoi vu à la première personne? Parce qu'en fait, il y a une caméra à bord. Qui, elle, envoie son signal à un émetteur vidéo, qui lui, via l'antenne, transmet sur un canal différent de la radiocommande le signal vidéo qu'on reçoit dans les lunettes, directement. Voilà. Ça, c'est pour le plus basique. Ensuite, en plus, on rajoute une caméra HD petite, compacte et pas trop fragile qui permettent d'enregistrer en HD le vol. Quand sont arrivées les lunettes, ça fait quand même un moment que c'est arrivé assez vite. Là, c'est devenu tout de suite beaucoup plus immersif. C'est devenu, on est vraiment dedans, les lunettes, c'est comme si on avait un écran de 2 mètres à 2-3 mètres de nous, donc on est vraiment dedans. D'ailleurs, on voit plus l'extérieur, ça peut être un problème aussi dans certains cas. Vous l'aurez compris, vous observez le paysage comme si vous étiez dans le poste de pilotage et vous pilotez au gré de vos envies de direction, en tenant compte bien sûr de la portée du signal radio. Et nous, on reçoit cette image dans des lunettes et on pilote du coup comme si on était dedans simplement. Sauf que vous êtes au sol et vous ne prenez strictement aucun risque. Imaginez que vous êtes un petit bonhomme Lego ou un Playmobil à bord et c'est vous qui le pilotez. Voilà, on est exactement là-dedans. Là, on est en pilotage 100% manuel, il n'y a pas d'assistance du tout, donc pas d'assistance en altitude, pas d'assistance de position en GPS. On n'utilise pas l'assistance en attitude non plus, c'est-à-dire qu'il ne revient pas à plat, pour avoir un maximum de sensations justement. Et quand on sait faire, c'est un petit peu plus difficile au départ, mais quand on sait faire, c'est 100 fois plus plaisant de piloter comme ça. On peut vraiment faire ce qu'on veut, passer où on veut, très précisément. Le but est de s'amuser et on se sent libre de voler. C'est très amusant quand on pilote en immersion, hein, c'est le terme consacré pour le vol en FPV. On peut dire « je monte au-dessus de l'arbre ». Parce que j'ai envie. Et puis je redescends, et puis j'y remonte, un peu comme un oiseau. C'est surtout un super prétexte pour aller dehors et surtout dans le multirotor où il y a une partie de rechercher un endroit qui est intéressant à rider, un peu comme n'importe quel sport extrême, BMX, skate. On cherche les trajectoires qu'on peut voir dans l'environnement. Grosse sensation, adrénaline, ça tremble dans tous les sens à la fin du vol. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est le freeride, le vol pur, calme, cool, des belles courbes, et surtout, c'est trouver l'endroit. Là, c'est trouver un pont, un viaduc, une jetée. Et puis là, tac, et après c'est obsessionnel. J'y pense, il faut que j'y aille, Les vols se font très tôt le matin. J'ai fait un vol par exemple sur une falaise au bord du lac d'Annecy. Ça c'était un vol où justement j'y suis allé le matin, personne.
C'est mettre en valeur un site, mais avec un vol en 3 dimensions. C'est de la... Ouais, alors quelqu'un pourrait dire c'est un peu de la poésie par rapport à du vol. Très peu de voltige, très peu de rotation, mais c'est vraiment comme un oiseau. Et je me promène à des endroits où on ne pourrait pas y aller autrement, en fait. Et puis garder cette sensation de relief, parce que quand on vole à trop haute altitude, bah, ça écrase tout le relief en fait. On a l'impression que tout est plat, il n'y a que l'Everest qui dépasse un tout petit peu et encore. Donc du coup on récupère cette sensation de relief, à jouer avec la cime des arbres, les petits obstacles, on a vraiment des impressions de volume, de pouvoir jouer avec ces volumes. On met notre cerveau de terrien de côté et tout d'un coup, eh ben, on rêve de voler. Moi, je pense que c'est vraiment à ça et on le fait et on le fait tous les jours. Donc ça fait partie maintenant de notre quotidien. Donc même quand je fais maintenant il arrive à ce que je fasse comment on appelle ça, des baptêmes FPV. Je dis bien aux gens, voilà, tu t'assois et maintenant tu vas bien te concentrer parce que les 5 secondes qui suivent, c'est la première fois que tu vas décoller. Et ça, il faut que tu t'en souviennes tout le temps, ce sera ton premier décollage, il n'y en aura pas d'autre. Ton premier, c'est celui-là. Et hop, et en effet, c'est parti 3 dimensions. Et après, on se promène. Et c'est intéressant parce que ça va vous permettre, dans un environnement que vous connaissez, par exemple autour de chez vous, vous allez pouvoir évoluer autour de chez vous comme jamais vous avez évolué de votre vie, parce que depuis que vous êtes né, vous marchez. Et là, vous allez voler. En Haute-Savoie, il se trouve qu'il y a des gens, il y a énormément de mouvements sur l'immersion et sur les drones de loisirs. Il y a des équipes qui découpent leurs propres châssis et qui les customisent pour faire des machines. Alors celle-ci, c'est le JP Spider d'Aerotech. C'est un hexacoptère. Il y a aussi la Porquette, qui est une machine que tous les possesseurs de machines d'immersion ont essayé un jour ou l'autre. Soch présente. Chat s'en va et chat revient. J'ai fait de tout petit rien. Chat se sent et chat se danse, chat revient, chat se retient comme une chanson populaire. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Des forfaits mobiles sans engagement à partir de 4,99 € par mois sur le réseau Orange. Soch! Je ne suis pas infaillible. Mon fond de teint l'est pour moi. Nouveau infaillible mat de L'Oréal. Fond de teint mat zéro compromis, tenu 24 heures. Technologie perlite, fini 100% mat. Résiste à tout, anti-stress, anti-humidité, couvrance parfaite, zéro brillance. Un teint mat sans effet masque. Nouveau infaillible mat de L'Oréal Makeup Designer, Paris. Lacoste Live, pour hommes. En ce moment, personnalisez votre flacon avec The Artist Is You, édition limitée à découvrir en parfumerie. Allez, reviens. Alors? Je suis allé voir pour les voitures. Et alors? Et alors, il y a un conseiller qui m'a demandé de m'asseoir. Et alors? Alors, je me suis assis. Et alors? Vous ne me dites pas que vous en avez acheté une? Il en a acheté une. Désormais, vous pouvez financer, assurer, mais aussi acheter votre voiture via le CIC. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Mon nom est Anna Ware. C'est l'inattendu qui m'attire. Pourquoi? Parce que c'est bon de changer. Nouveau Hyundai Tucson. Hyundai est le seul constructeur à garantir tous ses modèles 5 ans, kilométrage illimité. Découvrez le nouveau Hyundai Tucson Diesel à partir de 265 € par mois, entretien compris. Hey you! Voici le You Burger de Quick. Avec son pain et sa salade pas comme les autres. Et surtout cette sauce que tu vas choisir toi. Béarnaise, piment d'Espelette, Roquefort. You Burger, c'est ton burger à ta sauce. Refais cette pub à ta sauce sur quickyouburger.com. Quick, le goût d'en faire plus. Quick!
Non, ta nouvelle voiture. Tu l'as achetée où? Je peux pas trop t'en parler là. Désormais, vous pouvez financer, assurer, mais aussi acheter votre voiture via le CIC. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Respect, pouvoir, banana. Retrouvez les Mignons en DVD, Blu-ray et coffret. Et à l'achat et en location en vidéo à la demande sur la TV d'Orange. Z comme zinzin, comme zigoto, I comme intelligent, comme intuitif, V comme vibrer, comme visuel, E comme émerveillement, comme écran, écran ou écran. Des programmes jeunesse, des documentaires, des films, des séries. Une sélection en 4K jusqu'à 5 écrans. Nouveau, la VOD illimitée pensée pour toute la famille est dans Zive. Invictus, parfum pour homme de Paco Rabanne. You turn me on. Aircraft is disarmed. Horizon mode. C'est sur les hauteurs d'Annecy que nous retrouvons la Porquette et son concepteur Olivier. J'ai commencé moi par le modélisme quand même, quand j'avais 15 ans. Donc avion, à moteur thermique, etc. Et depuis, j'ai jamais décroché vraiment. En fait, pendant les périodes des études, j'ai un peu mis de côté, etc. Et encore que j'avais toujours un truc qui volait quand même sous la main et une télécommande. On a vu débarquer ces petits quadris qui servaient pas du tout à faire des courses spécialement à la base, mais qui étaient une classe intéressante parce que plus compacte, plus légère, donc moins d'inertie, donc moins de risque de casse. On en est venu par curiosité, parce que par curiosité de modéliste et de bidouilleur, hein, on en est venu à essayer de faire. Voilà, alors j'avais regardé ce qu'il y avait sur le marché. Ça me plaisait moyen et puis j'avais accès à une machine de découpe numérique. Donc je me suis dit, je vais essayer de dessiner ma machine. Donc le quad que moi je propose, le petit drone, c'est la Porquette. Alors la Porquette, pourquoi ? Parce que Porco 777 qui est mon pseudo. Et donc voilà, c'est dérivé. Alors il y en a plusieurs quand même au moment où ça a pris de l'ampleur qui m'ont fait remarquer que c'était pas très marketing comme nom. Mais je m'en fous. Voilà. Et puis bon, alors au départ c'était Porquette tout court 2TE, et c'est devenu Porquette Racer parce que un peu plus marketing quand même, on m'a dit. Voilà, et puis bon, le nom est resté, et du coup elle est devenue un peu célèbre comme ça, et puis bon, après on change pas le nom, et puis moi ça me plaît bien. Ça ressemble un peu à un lardon en plus, donc c'est parfait. Puis j'ai fait les premiers essais, donc du coup les personnes avec qui je vole ici, il y en a quelques-uns qui l'ont vu. Ils m'ont demandé de leur en découper. Voilà, j'ai fait ça parce qu'il faut savoir quand même au départ que j'ai fait ça pour moi au départ. J'ai pas du tout fait dans le but de la vente. Il y a eu plusieurs relances, etc. Et puis de là est arrivée l'idée d'essayer de les commercialiser. Ce qui a fait que ça a marché autant, c'est surtout les vidéos qui étaient publiées. Parce que, pas toutes, mais enfin il y en a quelques-unes qui étaient quand même vraiment sympas. Ou dans des cadres jolis, on a l'occasion de se déplacer dans des cadres jolis un peu aux quatre coins du globe. Un des critères aussi qui avait fait que ça a bien marché, c'est que la Porquette, comme le JP d'ailleurs, sont entièrement en français. Hein.
en design, en réalisation, etc. Et ça, effectivement, il y a beaucoup de nos clients qui sont prêts à mettre un peu plus cher parce qu'on ne peut pas suivre les prix des Chinois, c'est clair et net. Et donc, ils sont prêts à mettre un peu plus cher parce que c'est français. Et moi, le premier, c'est ce que je ferais d'ailleurs. On va viser un obstacle déjà, le petit arbre là par exemple. Je fonce dessus, je mets du gaz, je continue à garder l'arbre dans le viseur et à un moment je pousse à fond pour finir le flip. Faut pas qu'il reste trop longtemps sur le dos en fait. Pareil le tonneau, le roll. On met un coup de gaz pour monter, je réduis, je tourne et je l'arrête à plat. On remet. Sur un vol, donc une batterie, ça va durer quoi, 6 minutes, entre 5-6 minutes selon l'intensité du vol. Effectivement, ça vide quand même pas mal parce que ça demande une grosse concentration. Hein. D'ailleurs, la plupart, c'est rare de pouvoir, sur un vol un peu intensif, hein, je veux dire un peu compliqué, c'est rare de pouvoir parler en même temps de voler. Il y en a un peu qui le font, ou alors c'est pas sur un truc très compliqué. Et c'est vrai que souvent, même entre nous, donc quand il y a pas la pression de la compète ou autre, même entre nous, quand on commence à vraiment se tirer la bourre à 2-3, il peut arriver qu'on ait les mains qui tremblent, non pas de stress, mais de concentration, d'être tellement taqué et puis d'être dans la course, quoi. Voilà. Le port des lunettes de FPV peut rendre assez ridicule, ouais. Ça, c'est possible. Ça arrive souvent. Cumuler à ça le fait d'être assis dans un petit fauteuil, pour certains, ouais. Moi, je me refuse le petit fauteuil. Les lunettes, ça suffit. Le fait d'être pilote dans la vie de tous les jours aussi m'a, je pense, donné l'envie, par contre, de retrouver cette vue embarquée quoi, qu'on peut avoir dans les avions et d'essayer de faire, de rendre accessible tout ce qu'on ne peut pas faire justement en vraie aviation parce qu'il y a plein de règles, parce qu'on est contraint par un contrôle, etc. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, ce qui est normal. Et là, c'était justement pour pouvoir juste surfer les arbres, juste traverser un champ au ras du sol, à fond. Essayer de retrouver ces sensations vues de l'intérieur et faire tout ce qu'on ne peut pas faire dans l'aviation réelle, quoi, bien évidemment. Une autre figure incontournable dans ce milieu, c'est Antoine. Il est fondateur avec Jean-Paul de la société Aérotech. Également installés à Argonay, ils sont les concepteurs du célèbre châssis JP. Alors là, on a une imprimante 3D classique. Donc effectivement, l'impression 3D a amené des possibilités qu'on n'avait pas avant et de fabrication de pièces, puisque globalement, on le voit ici, on va modéliser des pièces en 3D, comme on ferait un dessin, et ensuite, on va envoyer ces pièces-là à une imprimante qui, elle, va les imprimer en 3 dimensions. Je dirais que nous, là, avec les imprimantes 3D qu'on a, on fait de la production, mais on reste sur du semi-professionnel. On n'est pas encore industriel à ce niveau-là. Alors, globalement, on reçoit des grandes plaques de carbone qui font entre 500 et 550 par 400 en termes de dimension. La commande numérique, à l'aide d'une fraise, va venir découper le carbone pour sortir des pièces de ce type-là. Donc on va avoir toutes les pièces carbone, toute la partie accastillage, donc visserie, entretoise, et on va venir rajouter toute la partie électronique, donc moteur, contrôleur de moteur, et puis l'électronique de vol qui est à l'intérieur. C'est des châssis qu'on a conçus pour nous pilotes, pour pouvoir les utiliser dans les conditions dans lesquelles on les utilisait dans la forêt, dans les champs, etc. Et assez rapidement, le format 250 a pris et je dirais que nos châssis ont été plébiscités pour des raisons de solidité, pour des raisons de conception, pour le Made in France. Et on s'est retrouvé en fait très rapidement sur des volumes qu'on n'attendait pas du tout. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a fait ça pour nous, il y avait le copain à droite, le copain à gauche dans la sauce qui disait moi j'aimerais bien avoir un châssis comme le tien, est-ce que tu peux m'en faire un? Et là on était vraiment sur, on se rend service mutuellement. Et avec les réseaux sociaux, avec les vidéos, on a eu de plus en plus de demandes en France, mais également à l'étranger, pour commercialiser ces châssis. Et de ce fait, on s'est dit, il faut qu'on mette une structure autour de tout ça. Et donc, on a fait le choix de créer une société, donc Aérotech en l'occurrence. Et même là, on a été très très surpris après des conséquences, puisqu'on était parti sur un prévisionnel d'une centaine de châssis sur l'année, ce qui nous paraissait déjà énorme. Et aujourd'hui, on est sur une centaine de châssis, voire plus, par mois.
Cette discipline et ces nouvelles machines s'adressent clairement à une génération qui était en demande de quelque chose de nouveau et ouvre clairement la robotique et la programmation aux enfants. Le Fab Lab Lorem à Paris s'est justement fait une spécialité de l'initiation au drone, notamment au travers de 2 de ses animateurs, Christophe et Pablo, compétiteurs émérites de courses de FPV. On travaille dans un Fab Lab et on accompagne les gens dans la création de multirotors en tout genre. Puisque on fait des petites machines téléguidées avec des radiocommandes. C'est quelque chose de très complet qui t'amène à toucher à la création mécanique, à la création électronique, à la programmation. C'est très large en fait. Ça nécessite des connaissances très larges qui s'adaptent parfaitement dans un Fab Lab. Ça permet de faire moins peur aux gens qui, comme moi, il y a plus d'1 an et demi, pour moi une soudure et rentrer dans une ligne de programmation, ça m'effrayait complètement. Moi je pensais pas du tout avoir les connaissances pour toucher à ça. Et en fait non, pas du tout. C'est très accessible et ces Fab Labs permettent à cette prise de conscience que le faire soi-même est en gros de bonne qualité avec des machines qui font des belles découpes, des belles pièces. En fait c'est accessible, c'est pas si inatteignable que ça. Moi je fais partie des gens qui ont acheté une GoPro. Et donc ils ont connu ces nouvelles caméras compactes qui font des très belles images et j'avais envie de la placer là où on peut pas la placer, c'est-à-dire en l'air, dans des coins un peu perdus. Et donc je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire comme les images aériennes, mais je me rends compte que pour savoir voler avec un drone, il faut ou être un bon modéliste ou être un bon électronicien, etc. Donc en gros j'avais rien de tout ça. Et un jour il y a les premières machines RTF qui commencent à arriver sur le marché, notamment de la marque DJI. Et donc j'ai acheté un pack tout fait, j'ai branché la lipo et puis j'ai décollé tout seul dans mon coin à Bagatelle. Après avoir rencontré 2-3 passionnés, j'étais d'abord voir comment ça fonctionnait pour me convaincre d'en acheter un. Le fait d'être sur des machines prêtes à voler, c'était difficile d'en demander plus à la machine. C'est-à-dire, dès qu'on rajoutait un accessoire, c'était compliqué, il n'y avait pas les trous pour passer les câbles. Donc, petit à petit, je me suis orienté vers les Fab Labs pour fabriquer ou améliorer mon drone. Je me suis mis d'abord à améliorer la machine prête à voler. Et rapidement, quand j'ai vu les limites contraignantes d'un logiciel fermé, par exemple pour un contrôleur de vol, où on ne peut pas modifier certains réglages, je me suis orienté vers des cartes de vol plus simples, mais plus ouvertes. Donc, on peut aller plus loin dans la programmation et aussi fabriquer soi-même son châssis, choisir ses composants en fonction de la qualité. Donc petit à petit, on fait ces machines soi-même, surtout ça coûte moins cher. En fait, on passe son temps à faire évoluer la machine, puisque les composants évoluent très vite, les architectures aussi. Par exemple, cette forme-là, on s'est rendu compte qu'elle n'est peut-être pas si aérodynamique que ça, donc on va partir sur une autre forme. Et donc, comme on casse en permanence, on fait évoluer les machines en permanence. Alors, la base d'un multirotor, c'est un contrôleur de vol. Donc c'est une petite carte électronique où il y a les composants comme un gyroscope, un accéléromètre et un microcontrôleur qui donne l'ordre aux 4 moteurs de garder son assiette ou donner un ordre d'aller vers l'avant. Faire un drone, c'est aussi simple que monter un mécano. Hein. Il faut connecter les choses aux bons endroits, faire attention à faire des belles soudures, c'est tout. Faut pas avoir peur de l'électronique, faut pas avoir peur de fabriquer les choses soi-même. Au contraire, ça peut que valoriser ce qu'on pourra faire en France demain, puisque certes, notre génération, on n'est peut-être pas les plus doués avec nos mains. Par contre, on sait utiliser les PC et les PC contrôlent des machines. Les machines nous font des très belles pièces. Donc, il faut pas que les gens aient peur de créer par eux-mêmes. On va peut-être être moins dans la consommation et plus dans la création. L'avantage des drones do it yourself, ceux qu'on construit soi-même, c'est qu'on met les mains dans l'électronique. Au lieu d'utiliser des machines toutes faites, toutes prêtes, qui fonctionnent toutes seules, là, on se crée son propre environnement, on se crée sa propre machine selon ses propres envies, et puis on se met à l'électronique, on se met à la programmation. On n'est pas obligé de le faire, mais quand on le fait, c'est vraiment super. Et on est vraiment dans une catégorie à part, on est obligé de mettre les mains dans le cambouis pour faire marcher les trucs, on est obligé de passer du temps à l'atelier après pour l'entretenir, etc., le faire évoluer, alors que le fantôme, on branche pour charger, on allume, on appuie sur on et ça vole tout seul. À la base, c'était rattaché à l'aéromodélisme à cause de la radio.
Mais après, derrière, c'est tout de l'informatique, c'est tout du carbone, etc. Et c'est plus un truc de geek, c'est clair, parce que ça se branche sur le PC, faut monter, faut souder. C'est un peu lié à l'aéromodélisme, mais c'est un truc de geek. Ce sont des jouets, ce sont des... on peut dire des super objets pour geeks qui aiment bien s'amuser. Moi, j'aime bien ce petit jeu. Très souvent, quand on va sur le champ pour voler, on a l'ordi et on bricole la moitié du temps, on vole la moitié du temps. Donc c'est pas que le vol. Les sensations du jeu vidéo, elles sont amplifiées à plein de niveaux parce que là, tu vas faire voler quelque chose que tu as monté déjà. Donc il y a une relation, on va dire, matérielle. C'est ton bébé, tu l'as fabriqué. Tu l'as fabriqué, tu le fais voler et il te procure des émotions. Il y a beaucoup plus de liens que simplement cliquer sur Start sur la Xbox et puis jouer et game over, éteindre. Voilà. Là, game over, il faut réparer, il faut remonter. Voilà. Donc, il y a quand même il y a un avant, il y a le pendant le vol et puis il y a l'après. Donc, c'est beaucoup plus complet. Les gens ont commencé à s'y mettre et puis après ça fait boule de neige, c'est-à-dire que les fabricants commencent à essayer de sortir des machines qui soient faciles à piloter en sortie de carton. On a passé un cap en fait dans la réalisation du racer. L'idée qu'on a eue chez Immersion RC, c'était de faire un racer qui soit prêt à l'emploi, mais un vrai racer, pas un jouet. Et avec une électronique tellement avant-gardiste que tu n'as plus besoin d'ordinateur pour régler ta machine, tout se fait à travers les lunettes vidéo et ta télécommande. Toute l'information, tous les réglages, absolument tout. Voilà, et ça a monté les standards d'un cran. Un multirotors tout équipé vous coûtera entre 300 et 450 € pour un modèle haut de gamme. À quoi il faut ajouter l'émetteur radio et les lunettes. Au total, comptez environ 1000 €. Je suis très content d'habiter dans un pays où l'autorité de tutelle a ouvert son espace aérien au drone. Ils auraient pu dire non et merde. Ils ont dit oui, à condition que... On ne doit pas voler au-dessus de 150 mètres, on ne doit pas voler au-dessus de personnes, on ne doit pas voler en agglomération, on ne doit pas voler de nuit. Ça sont pour les choses basiques. Et puis il y a la région parisienne. La région parisienne est couverte par une chape de plomb qui s'appelle la CTR, une zone contrôlée qui est liée aux aéroports, dans laquelle on n'a pas le droit de voler. Donc il faut encore aller plus loin. Il faut aller à une trentaine de kilomètres de Paris. C'est pas super simple. Et c'est comme ça pour toutes les villes de France. Il faut s'éloigner pour trouver un endroit, et encore faut-il que l'endroit soit autorisé, ce qui n'est pas toujours le cas. Bravo Xavier. C'était important de vous emmener sur un terrain FFM, en l'occurrence le terrain des blaireaux Annecy Air Model, parce que on a là un cadre réglementaire qui permet d'assurer la sécurité des autres, d'assurer notre propre sécurité. En termes d'assurance, on est couvert. Et puis, on se rend compte qu'au-delà de l'image qu'on peut avoir, on parle souvent des moustachus, voilà, sur le bord des terrains, qui sont grognons, etc. Et en fait, on se rend compte que sur un terrain FFM, on va retrouver la même ambiance que si on est sur un spot underground où on va faire n'importe quoi. Non, voilà, là on fait pas n'importe quoi parce qu'il y a des règles, on les respecte, c'est des règles de bon sens, mais ça entache en rien l'ambiance qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, ce cadre FFAM, je pense qu'il a un énorme intérêt, c'est qu'il va fixer les limites, qui vont permettre de pérenniser l'activité, de garder la sécurité, et puis en même temps, chacun reste à sa place, c'est-à-dire que ici sur le terrain, autour il n'y a pas d'habitation, on gêne personne, voilà. Et ça permet, quand il y a des jeunes qui viennent sur un terrain comme de ce type-là, d'expliquer aux jeunes, voilà, le modélisme c'est bien, mais on le fait pas n'importe comment, pour vous comme pour les autres. Jusqu'à présent, les radiomodélistes volaient tous en club. La différence avec des appareils classiques du radiomodélisme et des multirotors, c'est que le multirotor décolle de n'importe où, en plus dans un tout petit espace. Ce qui veut dire que tous les pilotes se sont mis à voler là où ils étaient.
Le problème, c'est que ça n'est pas respecté la réglementation qui a été élaborée en 2012. À partir de là, les drones ont commencé à avoir une connotation un peu moins sympa, c'est-à-dire que ça fait quoi? Et puis ça peut filmer quand même à des endroits où on ne peut pas aller directement. Est-ce que je risque, moi, d'être filmé à mon insu? Je peux prendre un multicoptère comme ça, sans caméra, de 20 kilos. Je peux me mettre là, avec des gens pas loin à côté, le décoller et tout. Il n'y a pas de problème. Les gens, ça ne va pas les empêcher de dormir. Je vais mettre une caméra de 2 grammes. Ah, on est en danger, c'est un drone. Mon Dieu, on va être attaqué. Donc on ne peut plus voler aux endroits où on volait à l'époque, où en plus c'était dans des bonnes conditions de sécurité. On ne volait pas au-dessus des gens, on volait dans des parcs où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et même là, on ne peut plus, puisque les gens associent ça avec quelque chose de mauvais. Et donc on se cache, hein, on va loin, on va sous terre. On est un peu plus contraint pour s'amuser, pour ne pas gêner les gens. Pour cette raison, des groupes s'organisent pour pouvoir pratiquer le FPV dans de bonnes conditions. Ici, c'est l'association Mini Racers qui prend d'assaut un entrepôt désaffecté pour s'adonner aux joies de la race. Dans les grandes villes, le parking souterrain est une autre solution. Le vendredi soir, des sessions s'organisent, un bon moyen pour partager sa passion et faire des rencontres. Aujourd'hui, on a ces appareils, ils sont considérés comme dangereux et on veut les interdire. On veut nous interdire de jouer. Oui, alors moi, la médiatisation, voilà ce que j'en pense, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été monté en tête d'épingle, mais qui est faux, archi faux. Ça peut être dangereux, mais tout peut être dangereux. Ça dépend comment on l'utilise. Après, il y a eu les événements des survols de centrales nucléaires. Ça a été une surmédiatisation, mais vraiment à l'extrême, qui a été très très préjudiciable pour tout le monde. Là, on t'explique que des trucs, ils ont volé des heures, des sites avec des caméras partout. Ils ont volé des heures avec des phares énormes, à tout éclairer, dangereux. Et il n'y a pas une image. Tous les employés ont des smartphones. Il y en a un qui aurait pu prendre une image, l'envoyer sur Instagram, sur Facebook. Non, il n'y a pas une image. Et ça, c'était partout dans la France. Et on n'arrive pas à les choper et tout. Et voilà, Paris sous attaque avec des reportages qui titraient peur sur la ville. Et puis, à la différence d'avant où on venait nous voir, oh c'est chouette votre truc qui vole, vous pouvez me le montrer, je peux l'essayer. Maintenant, c'est, vous voyez les gens qui dégainent leur smartphone pour essayer d'appeler la police parce qu'il y a quand même de dangereux terroristes qui évoluent juste à côté. On leur explique la plupart du temps que ce n'est qu'un jouet. C'est un jouet certes technologique, mais c'est un jouet qui n'est pas bien dangereux. On leur donne même parfois la radiocommande entre les mains quand on peut le faire. Quand on vole en immersion avec des lunettes, on leur passe les lunettes. Ils voient l'image depuis l'appareil et ça les éclate. Et en général, on retourne assez facilement l'opinion des gens qui voyaient un truc dangereux et qui se disent finalement « c'est juste un jouet qui est super amusant ». Et heureusement. Battage médiatique qui est fait autour de ça, c'est que si c'était à refaire, je pense qu'on n'aurait pas dû en faire une telle propagande, quoi. On arrive à un truc où on peut plus faire marche arrière déjà, on est coincé maintenant. Et puis on sera de moins en moins tranquille parce que voilà, effectivement au départ ça concernait qu'une toute petite partie très peu de personnes, mais bon ça prend de plus en plus d'ampleur, s'il peut se comprendre, hein, on fait des vidéos donc ça donne envie, c'est comme un peu tout. Il commence à y avoir des gens qui sont sponsorisés réellement, donc il commence à y avoir de l'argent. Voilà. La suite, il y aura, comme dans tout, il y aura des gens qui feront des compétitions très haut niveau et d'autres prendront plaisir tranquillement, comme nous dans les bois. En fait, il y a tout là qui s'ouvre.
Kadjar. Vivez plus fort. Découvrez Renault Kadjar à partir de 269 € par mois. Je ne fais pas de compromis. Je vais jusqu'au bout. Il faut être fidèle à soi-même. Cela fait de moi un homme de succès. Cela fait de moi l'homme d'aujourd'hui. Boss Bottled. Fragrance for men. Papa, t'attends quoi pour aller consulter pour ton dos? Être remboursé pour mes dents. Peut-être ma banque que tu devrais aller consulter. Ah, ça va recommencer avec sa banque. D'accord. Sauf que moi, avec ma carte Avance Santé, c'est ma banque qui avance mes soins avant d'être remboursé. Donc en gros, pour mon mal de dos, tu me conseilles d'aller voir ton banquier? C'est peut-être toi qui devrais consulter, non? Chef d'entreprise, avec la carte Avance Santé, le Crédit Mutuel avance les frais de santé de vos salariés. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Les catastrophes naturelles se multiplient et les combats pour la liberté totale du monde des esprits font rage. Fairy Tail. Les épisodes inédits dès le 23 novembre sur Game One. One Million, parfum pour homme de Paco Rabanne. Pour faire les choses en grand, vous devez redéfinir les règles. Surface Pro 4. Un nouvel écran pour élargir votre horizon. Un nouveau stylet pour capturer votre créativité. De nouveaux haut-parleurs pour des émotions plus pures. Nous avons réinventé la Surface Pro. À vous de réinventer tout le reste. Pourquoi nos clients aiment Amazon Premium? Pour les 30 ans de mon petit frère, j'ai commandé un nœud papillon avec Amazon Premium et je l'ai reçu dès le lendemain. Amazon Premium pour moi c'est simple. C'est rapide, efficace. On trouve presque tout sur Amazon. J'ai acheté cette carte et elle est arrivée chez moi le lendemain. Depuis que je suis abonnée à Amazon Premium, je fais des économies sur les frais de livraison et ça n'est pas négligeable. J'adore. J'économise du temps et de l'argent. Avec Amazon Premium, la livraison en un jour est gratuite sur des millions d'articles. Amazon Premium. Débutez votre essai gratuit dès aujourd'hui. Les mignons arrivent. Il y a Bob, Stuart et Kevin. Retrouvez les mignons en DVD, Blu-ray et coffret. Et à l'achat et en location en vidéo à la demande sur la TV d'Orange. Défie le côté obscur encore plus longtemps avec Duracell Ultra Power, notre pile alcaline qui dure le plus longtemps. Duracell Ultra Power dure longtemps, beaucoup plus longtemps. Mais vous pouvez m'expliquer pourquoi Jack London s'est pas... Gus. C'est le clou. C'est le clou. Faut aller jusqu'au garage. Trouver un marteau. Fermer le garage. On devrait déménager. Trouver. Il n'a jamais été aussi simple de trouver un bien immobilier. Le Bon Coin, le plus grand choix d'annonces immobilières. Epitech, école de l'innovation et de l'expertise informatique, vous présente Funky Web. Salut à tous, vous regardez Funky Web, l'émission qui surfe sur la toile. Au menu de ce numéro, on se fera une méga revue de web en mode Hunger Games pour clôturer la saga comme il se doit. On verra un top 10 de vidéos en mode 007. On se fera une sélection des meilleurs logiciels pour faciliter sa vie numérique. Et on terminera l'émission avec des ergs, Terrans et Protoss pour la sortie de la nouvelle extension de StarCraft. Allez, Funky Web l'hebdo, c'est parti. On commence avec la nouvelle application du Gmoker qui est disponible pour la sortie du film. Au menu, reconnaissance faciale avec possibilité d'appliquer des make-up telle une candidate des Hunger Games. Explorer l'Overcraft utilisé par la Rébellion. Et aussi, il est possible de jouer avec la réalité augmentée en imprimant les schémas des districts. Et enfin, il est toujours possible de taguer virtuellement partout des images de la Rébellion pour les soutenir un peu, parce qu'ils en ont besoin. On
poursuit avec le site du Capitole, un site internet de propagande qui a été mis en ligne avec l'autorisation du ministère de l'Information du Capitole. Panem doit se refaire une image et éviter les débordements depuis que cette satanée Katniss a été enrôlée par les rebelles pour mener à bien la révolte. Donc si vous voulez vous faire laver le cerveau par le président Snow, n'hésitez pas.